Merci. Ce débat intervient dans un contexte particulier, celui des attentats terroristes du Hamas aux conséquences insoutenables pour la population israélienne. Je tiens à souligner que l'Union européenne a sa responsabilité pour ouvrir la voie de la paix qui seule peut permettre aux peuples israélien et palestinien de vivre en paix, en sécurité et dignement. J'en viens à l'ordre du jour du prochain Conseil de l'Europe. Devant la représentation nationale, le responsable de la direction française du renseignement militaire a mis en garde sur un prolongement de la guerre en Ukraine jusqu'en 2024, voire 2025. Cette guerre d'usure est une perspective acceptée par les dirigeants européens, dont notre président de la République. Le seul espoir de l'enrayer serait de livrer des armes toujours plus performantes et d'intensifier la production de munitions sur le continent européen. 18 mois, 500 000 morts ou blessés et 165 milliards d'euros d'aides cumulées à l'Ukraine plus tard. Pour quel résultat ? Il est vrai, la responsabilité de ce désastre incombe au Kremlin, mais je souhaite souligner avec gravité, et comme les membres de mon groupe l'ont toujours fait, l'escalade militaire peut entraîner une perte de contrôle du conflit. L'espoir d'une paix durable ne pourra ni faire l'impasse sur le respect de la souveraineté de l'Ukraine, ni sur des garanties de sécurité pour l'ensemble des pays de la région, dont la Russie. Accepter la perspective d'une guerre d'usure, c'est accepter de faire peser ses conséquences sur les citoyens européens, et notamment celle de la hausse du prix de l'énergie. S'il est effectivement urgent que l'Union diversifie ses partenaires énergétiques, cela ne doit pas se faire au détriment d'autres peuples. En négociant un contrat énergétique avec l'Azerbaïdjan et en la qualifiant de partenaire de confiance, l'Union a garanti l'impunité du régime du dictateur Aliyev. Alors que 120 000 Arméniens ont fui le Haut-Karabakh pour rejoindre l'Arménie, il nous semble urgent que l'Union européenne dénonce cet accord énergétique et impose des sanctions diplomatiques à l'Azerbaïdjan. Ensuite, les citoyens européens, frappés par une paupérisation insoutenable, ont perdu en moyenne 4% de leur salaire réel. L'année dernière, des antivols ont fait leur apparition sur des steaks dans les supermarchés. Le vol à l'étalage a augmenté de 15% en France et de 25% aux Pays-Bas. Les Européens ont faim, ils peinent à se chauffer. 95 milliards de personnes sont menacées de pauvreté. Pourtant, l'Union européenne poursuit sa politique d'austérité et de réduction des dépenses. Sa traduction politique, c'est la révision du cadre financier pluriannuel. Les négociations autour de la révision du cadre financier pluriannuel de l'Union mettent en concurrence le financement de la guerre en Ukraine et la bataille pour la réindustrialisation, fondée sur deux piliers. La stratégie de réindustrialisation a du plomb dans l'aile. Le premier est en vigueur, la révision des aides d'État permettant de tenir à l'écart la Commission européenne. Sur les 740 milliards d'euros approuvés, 50% ont bénéficié à l'Allemagne, 23,5% en France. Les autres États membres se partagent des miettes. Une situation d'autant plus regrettable que ce sont ces territoires, notamment à l'Est, qui disposent des matériaux critiques indispensables à l'industrie de l'Ouest. Le second, le fonds de souveraineté, est quant à lui abandonné. Nous devions voir ce que nous allions voir. L'Union européenne allait répondre aux États-Unis et à son fameux Inflation Réduction Act. Politique agressive de soutien public sous fond de renforcement de l'industrie et de sa décarbonation. 300 milliards d'euros au moins outre-Atlantique, le fonds de souveraineté devait, s'il n'avait pas été enterré avant même de voir le jour, compenser les investissements nord-américains colossaux. Il faudra, pour irriguer l'industrie française et éviter de voir le fossé avec l'Allemagne se creuser, miser sur la coquille vide qu'est la plateforme technologie stratégique pour l'Europe. Dite STEP, recyclage de crédits en tout genre. Champ extrêmement restrictif sur les technologies de rupture. 10 milliards d'euros pour toute l'Union au maximum. La montagne, il faut bien le dire, a accouché d'une souris. Il y a un constat, Madame la Ministre, qui doit nous rassembler. Il est posé par le chercheur Nicolas Leron, je cite, « Sans budget proprement européen et d'une taille suffisante, l'Union européenne arrive au bout de ce qu'elle peut fournir en termes de biens publics dont font partie les industries stratégiques. » Pour l'heure, les marchés financiers minent l'ambition européenne de réindustrialisation du territoire européen de la France et du Pas-de-Calais, qui attendait un ruissellement qui, une fois n'est pas coutume, ne viendra pas.
Négocié à la hâte, le plan de relance européen devait être le pilier de la reprise économique, mais les fonds européens tardent à irriguer notre économie. J'en profite, madame la ministre, pour vous demander votre position sur la conditionnalité de la perception des fonds européens. C'est 20 milliards d'euros tout de même qui seraient conditionnés à l'adoption de la loi de programmation des finances publiques que nous examinerons au Sénat mardi prochain. Avec mon groupe, nous y voyons un chantage de votre gouvernement pour légitimer un choix politique insoutenable aujourd'hui d'astreindre nos finances publiques à l'austérité et à les placer sous le joug des institutions européennes. Notre soumission au marché européen est liée aux 800 milliards d'euros que nous devons emprunter. Cela revient à aller chercher les 15 milliards de remboursements par an jusqu'en 2058. Le dilemme est clair, adoption de nouvelles ressources propres ou réduction budgétaire. L'austérité n'est jamais une fatalité. Le Parlement européen a malheureusement repoussé quelques-unes des contributions du capital au financement des politiques européennes. Mais il a adopté une résolution enjoignant les États membres et la Commission de trouver de nouvelles ressources propres. C'est cette voie qui garantit notre souveraineté budgétaire et éviter les égoïsmes nationaux qui placent toujours notre pays comme la banque de l'Union. Taxe sur les crypto-monnaies, taxe sur les transactions financières, amende sur les entreprises qui importent des biens dans l'UE, tout en rémunérant leurs travailleuses et travailleurs en dessous du seuil de pauvreté. Madame la ministre, la double soumission au marché et aux États frugaux n'a qu'assez duré. Votre responsabilité politique a été d'enterrer le fonds de souveraineté en accordant d'abord l'assouplissement des règles d'État. N'acceptez pas que la France accroisse sa contribution et exigez que le capital finance les transitions. Je vous remercie. Merci.